Excusez-moi, je suis un modeste épicier, mais c'est propre chez moi. Entrez, madame la baronne, entrez. Bonsoir. Sire. Louis Capet. Je dis Louis Capet parce qu'à mes yeux, Louis XVI n'existe plus. Louis Capet doit être déchu de son titre inutile. Il doit être le dernier roi qui ait régné sur la France. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Simon lui a demandé qui lui avait enseigné ce comportement honteux. Et l'enfant a répondu que c'était sa mère et sa tante. Silence! Continuez votre déposition. Conformément à la déclaration faite par le jeune Capet en présence du maire de Paris et du procureur de la commune, il apparaît que ces deux femmes le faisaient souvent coucher entre elles. Que là, dans ce lit, il se commettait des actes de la débauche la plus effroyable. Accusé, qu'avez-vous à répondre? Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas! Parce que la nature elle-même rejette une telle accusation. J'en appelle à toutes les mères qui sont présentes ici. J'en appelle à vous. Excusez-moi, monsieur. Courage, madame.
vitesse. Si je ne supportais plus les potences, avec mon illustre confrère, le chirurgien Louis, nous avons donc pensé à cette machine. Les condamnés seront décapités par l'effet de ce simple mécanisme. On ne sent pratiquement rien. Tout au plus, l'impression d'un souffle d'air frais sur la nuque. Un minimum de souffrance auquel chacun a droit. C'est propre, rapide et efficace. Je suis impressionné, monsieur Guillotin. Mais peut-être puis-je faire une petite suggestion? On me dit assez bon mécanicien. Oh, je serais honoré d'avoir l'opinion de votre majesté. Le défaut est là. Pour mieux couper la lame, au lieu d'être façonnée en croissant, devrait être de forme triangulaire et taillée en biais, comme une scie. C'est admirable, sire. Quand on est noble, on débarrasse ses vêtements de tout ce qui auparavant pouvait montrer qu'on était riche. Les cravates en dentelle sont remplacées par des foulards en toile de lin. Les manchettes disparaissent des manches des chemises. Et les broderies et boutons dorés sont remplacés par des motifs et des matières plus simples. Du côté des femmes, on abandonne les tenues encombrantes et chargées en motifs. Ce confort qui est de plus en plus à la mode à la Révolution touche aussi les femmes. On va se débarrasser de tous les ornements, de toutes ces dentelles, de toutes ces perruques, du maquillage aussi qui devient beaucoup plus simple. Et on arrive à une silhouette finalement un peu plus sobre. On garde un corset mais plus lâche pour permettre de davantage respirer. Et là aussi, on essaye d'être plus naturel. Chez les nobles et les bourgeois, la recherche du naturel entraîne un changement conséquent. Leur culotte est le signe distinctif de leur privilège. Pour faire profil bas, ils la font faire dans des tissus plus simples et beaucoup d'entre eux la remplacent par un vêtement qui fait aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien, un vêtement que le peuple porte déjà depuis longtemps. Le pantalon. Le pantalon. Alors évidemment, le pantalon, c'est radicalement différent. C'est quelque chose de beaucoup plus large que la culotte. La culotte est moulante. Le pantalon va être large, va permettre beaucoup plus de mouvement. Si j'adopte ce pantalon à la place de la culotte que vous avez ou que j'ai actuellement, est-ce que je vais devenir ce qu'on appelle un sans-culotte? Mais justement. Alors c'est quoi un sans-culotte? Le sans-culotte est celui qui ne porte plus de culotte. Et ce sont, si vous voulez, les militants les plus radicaux des idées révolutionnaires qui revendiquent véritablement l'égalité, la liberté, la fraternité et qui vont notamment critiquer très fortement les aristocrates qui s'habillent encore avec des dentelles. Est-ce qu'il va y avoir des femmes sans culotte? Alors, vous avez quelques femmes qui ont essayé de porter le pantalon. Vous avez même des femmes qui se sont engagées dans l'armée, qui ont combattu. Mais c'est quand même très mal vu à l'époque de changer de genre. La Révolution française proclame la liberté du costume. Pour autant, cette liberté du costume, ça ne veut pas dire égalité entre les sexes. Et du coup, le travestissement est interdit en 1793. Ce qui fait que les femmes n'ont pas le droit de porter le pantalon. Vous savez quand est-ce que cette loi a été abrogée officiellement? Je dirais, j'en sais pas, vers 1850, 1900 peut-être? Eh bien non, cette loi n'a été abrogée qu'en 2013. Normalement, jusqu'en 2013, pour porter un pantalon, j'aurais dû demander l'autorisation à la préfecture de police pour des raisons de santé ou parce que je voulais monter à bicyclette ou à cheval. 2013, ça veut dire que c'est une loi qu'on avait oubliée un peu dans notre arsenal législatif et tout d'un coup quelqu'un s'est avisé il était temps de la supprimer. Elle n'était plus appliquée depuis longtemps. Pendant la Révolution, vont tout de même apparaître des symboles qu'hommes et femmes pourront tous porter, comme ce bonnet. Si vous êtes du côté de la nation, mettez le bonnet des patriotes.
Le bonnet phrygien. D'où ça vient ce bonnet phrygien? C'était, sous l'Antiquité, le symbole des esclaves affranchis. Et donc, à la Révolution, on ressort ce symbole issu de l'Antiquité pour montrer que le peuple a retrouvé sa liberté. À l'époque, quand on est malade, appeler le médecin n'est pas forcément la meilleure idée. La grande mode à l'époque, c'est la pose de ventouse. Et pour ça, Jocelyne, spécialiste de l'histoire de la médecine et de la pose de ventouse, va vous montrer ce que ça fait. Ah ça, je serais curieux de tester. Ben, Jocelyne, je suis à vous. Eh bien, allons-y alors. Utilisé depuis le XVIIe siècle, le soin aux ventouses consiste à enlever l'air de petits pots en verre en chauffant l'intérieur, puis à les placer sur la peau du malade. Mais alors, comment ces ventouses peuvent soigner ma bronchite? Eh bien, si vous avez une bronchite, c'est que vous avez eu une humeur maligne. Une humeur maligne, d'accord. Absolument. Donc cette humeur, on va l'enlever, on va l'expédier à l'extérieur. Pour cela, les ventouses vont attirer votre peau, attirer votre humeur maligne, et donc la faire sortir de votre corps et vous guérir. Pendant la Révolution, la médecine est toujours basée sur la théorie des humeurs émise 2000 ans plus tôt par Hippocrate, un médecin grec de l'Antiquité. Selon cette théorie, le corps est composé de 4 liquides. La bile noire, la bile jaune, la lymphe et le sang. Et si ces 4 liquides sont en bon équilibre, à ce moment-là, le corps est en bonne santé. Si un déséquilibre survient, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle une saute d'humeur, c'est-à-dire une crise, une maladie. On ne connaît donc toujours pas l'existence des microbes. On attribue ma bronchite à une humeur maligne. On essaie, par la ventouse, d'attirer cette humeur maligne vers l'extérieur du corps. Tout à fait. Oui, c'est une médecine qui ne servait à rien du tout. Un autre grand médecin de la période révolutionnaire, c'est le docteur Pinel, qui est le père de la psychiatrie moderne, puisque c'est le premier à ne pas enfermer les fous au fond des cachots comme on le faisait à l'époque, mais à essayer de les soigner, puisqu'il estime qu'ils sont atteints de maladies mentales. Auparavant, les fous étaient considérés comme des individus dangereux et ils finissaient leur jour en prison. Fils d'un chirurgien, devenu médecin avant la Révolution, Philippe Pinel ne s'est pas contenté de les faire libérer. D'abord, il va permettre une meilleure connaissance de ce qu'on appelle la folie. Il va construire la classification des types de maladies psychiatriques. D'autre part, il va avoir un rôle très important dans la thérapie, mettant fin à des pratiques considérées comme barbares, comme la saignée, et au contraire privilégiant de nouvelles pratiques thérapeutiques, faire chanter les aliénés, les faire jouer. Bref, réintégrer le fou dans la communauté civique. Le bourreau aussi peut exercer la fonction de médecin. Il est proche des morts, il est considéré comme ayant un petit peu un pouvoir magique. Et en plus, il est propriétaire du corps des condamnés. Mais qu'est-ce que c'est? Du lait. Du lait? Mais pourquoi vous mettez du lait, Marjolaine? C'est pour adoucir la peau? Aussi, mais surtout pour rendre l'eau un peu plus trouble. D'accord. Et alors? Vous pouvez entrer. Qu'est-ce que vous faites? Je vous amène de la compagnie parce qu'à l'époque, on est aussi très sociable. Comment ça, on est très sociable? Ça veut dire que pendant qu'on prend son bain, il y a vos amis, vos clients, vos relations d'affaires qui viennent vous voir? Absolument, vous profitez de ce temps pour avoir une conversation agréable avec vos amis qui viennent vous tenir compagnie pendant ce moment de relaxation. Et c'est pour ça qu'on m'a mis du lait? Absolument. Et la chemise. Et une chemise, bien sûr. Je vous laisse, je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Bon, bonjour. Bonjour Mike. Comment allez-vous? Écoutez, très bien, ce bain est extrêmement confortable. Tenez, puisqu'on est là, est-ce que vous savez ce qu'il se passe en 1791? Absolument pas. Ah c'est une histoire absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, ce soir, ça va encore être des patates. Oh, des patates, ça ferait plaisir à Parmentier, hein. Oui, toujours est-il que primidi, duodi, des patates, tridi, quartidi, quinquidi, des patates, sextidi, septidi, octidi, nonidi, des patates aussi. Et des caddies? Des caddies, des patates au beurre.
Vous mangez des patates 10 jours par semaine, vous? Bah ouais, depuis leur calendrier révolutionnaire. Avant, c'était seulement 7 jours par semaine. Et tu me dis, ah, c'est pas mauvais les patates. Hein. Ouais, et le pain et le bœuf, c'est pas mauvais non plus. C'est pas la révolution qui a arrangé les choses. Et avec les mauvaises récoltes de cette année et les prix bas imposés par nos députés, eh ben, les paysans gardent leur grain. Et pas de grain. Pas de pain. Et pas de pain. Pas de chocolat. Écoute, Fred. En tout cas, à Paris, tout est rationné. Ouais, à la campagne, ça va pas mieux non plus. J'ai entendu dire que beaucoup de villes sont dans la guerre civile. Lyon, Bordeaux, Marseille, et j'en passe. De toute façon, les affaires vont mal un peu partout. Et tu sifflotes, pitchoun. Je peux le chanter aussi. Écoute, hein. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. T'as appris ça où? À Strasbourg. Strasbourg? Un charpentier qui le chantait, aux grosses oies. L'autre grand symbole de la Révolution, c'est la cocarde tricolore. Tricolore composé du bleu et du rouge de la ville de Paris et du blanc de la royauté. En 1794, les 3 couleurs de cette cocarde remplaceront les fleurs de lys du drapeau français. Notre drapeau actuel est donc un héritage de nos ancêtres révolutionnaires. Et voilà. Marjolaine, que pensez-vous de cette tenue de révolutionnaire? Vous êtes vraiment superbe. D'ailleurs, vous m'en voulez pas? Je vais faire un petit tour dans le Paris de l'époque. Allez-y, vous ne craignez rien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Barbara, par ici. Les vêtements luxueux ne sont pas la seule chose que les nobles doivent abandonner pour faire profil bas. En public, ils ne se font plus appeler monsieur. Bonjour citoyens, bonjour citoyennes. Bonjour citoyens. Bien. À partir de la Révolution, tous les Français doivent donc être égaux. Et cette égalité devient, pendant l'été 1789, le premier article d'une déclaration rédigée par les représentants du peuple